En sa séance du 3 juillet 2024, la conférence des présidents, après examen, s'est prononcée favorablement sur la recevabilité du document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2025-2027, qui a été transmis au Sénat le 28 juin 2024 par le gouvernement en vue de l'organisation du débat d'orientation budgétaire, comme le prévoit l'article 11 de la loi numéro 2018-012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'État et des autres entités publiques. En application des dispositions pertinentes de l'article 33 alinéa 3 de la loi portant règlement intérieur du Sénat et de l'article 3 alinéa 1 de l'arrêté du bureau numéro 2023-110 fixant les modalités d'organisation du DOB, la conférence des présidents a confié l'examen et l'analyse de ce document à la Commission des finances et du budget. Votre commission s'est réunie à cet effet le 5 juillet 2024. Le document a été présenté par Monsieur le ministre des Finances, assisté de Monsieur le ministre délégué auprès du ministre des Finances. Les travaux se sont déroulés en présence de Monsieur le ministre délégué à la présidence, chargé des relations avec les assemblées. Dans son propos liminaire, Monsieur le président de la Commission des finances et du budget du Sénat a souhaité une chaleureuse bienvenue aux membres du gouvernement et rappelé que l'examen du document de programmation économique et budgétaire à moyen terme pour la période 2025-2027 marque la première étape parlementaire du débat qui sera organisée en séance publique. Il a à cet effet relevé l'importance de prendre acte du contexte économique et financier préoccupant qui s'impose et collectivement d'en confronter les conséquences aux objectifs de l'État afin d'aider à bâtir un budget plus équilibré, acceptable et plus près de la réalité. Il a saisi cette occasion pour préciser que cet échange convivial et courtois avec le ministre des Finances permettra de mieux cerner le contour des préparatifs des prochaines lois de finances d'une part et d'autre part de formuler des recommandations et des orientations qui permettront certainement au gouvernement de les prendre en compte au moment de l'élaboration définitive des projets de budget de l'État. À cet effet, il a invité les membres de la Commission des finances et du budget à aborder cette première étape du débat d'orientation budgétaire avec à l'esprit une seule phrase. Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Sur ce point précis, il leur a demandé de saisir cette occasion pour rappeler au gouvernement que les CTD jouent un rôle clé dans le développement. Pour le président de la Commission des finances et du budget, les CTD doivent pouvoir accéder aux ressources financières pour s'acquitter de leurs tâches et répondre aux attentes des populations. Poursuivant son propos, le président a indiqué que le partage des ressources entre les CTD et l'État continue à faire couler beaucoup d'encre. Pourtant, les transferts financiers du budget de l'État à celui des CTD se justifient à plus d'un titre. Ce sont les CTD qui assurent certaines charges au nom et pour le compte de l'État. Ces charges sont connues. Il s'agit entre autres de l'état civil, de la mission d'ordre public. C'est encore les CTD qui participent à la mise en œuvre des politiques nationales et contribuent de ce fait à la réalisation au niveau local des objectifs fixés par le chef de l'État pour développer notre pays. À ce titre, a-t-il dit, le gouvernement se doit de soutenir l'exécution locale des politiques nationales. Il a le devoir d'assurer une péréquation entre les CTD pour corriger les déséquilibres qui peuvent se développer du fait des dotations différenciées entre ces collectivités en termes de potentialité naturelle, économique ou numérique.
Par ailleurs, le président de la Commission des finances et du budget a relevé que notre économie est marquée par les persistances des crises sécuritaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et l'impact du conflit russo-ukrainien, ce qui a pour effet le relèvement des prix du carburant à la pompe avec pour conséquences directes l'inflation des prix des denrées alimentaires et du coût de transport, la baisse des cours des principales matières premières exportées, le risque d'une nouvelle crise sanitaire liée à l'apparition de nouveaux cas de COVID-19 dans certains pays américains. Toutefois, a-t-il conclu, des perspectives heureuses sont envisageables dans le développement industriel, notamment l'exploitation industrielle annoncée pour cette année des premiers durées. L'interdiction de l'exportation du bois en brut et sa transformation locale. Invité à prendre la parole pour présenter les perspectives budgétaires de l'État pour la période 2025-2027, le ministre des Finances a tout d'abord fait savoir que c'était un plaisir immense pour lui de s'adresser à votre auguste commission pour faire l'économie du document de programmation économique et budgétaire à moyen terme, DPE, pour le triennat 2025-2027. Document préparé pour le débat d'orientation budgétaire préalable à l'élaboration du projet de loi de finances de l'exercice 2025. Par la suite, il a tenu au nom du gouvernement conduit par M. Youssef Diongouté, Premier ministre et des collaborateurs présents, à remercier les membres de votre commission des finances et du budget pour les mots toujours aussi chaleureux et bienveillants prononcés à son endroit. Ils sont pour le ministre la preuve de l'excellence et fructueuse collaboration qui existe entre votre auguste commission et le gouvernement dans la pratique de cet exercice hautement démocratique. Poursuivant son propos, le ministre a indiqué que le débat d'orientation budgétaire est une étape fondamentale du processus budgétaire. Loin d'être un exercice rédhibitoire, il s'agit bien au contraire d'une exigence découlant de deux lois adoptées en 2018 qui structurent la gestion des finances publiques de notre pays, à savoir les lois portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques d'une part et régime financier de l'État et des autres entités publiques d'autre part. Ainsi a précisé le ministre, le débat d'orientation budgétaire permet au Parlement d'intervenir en amont de la procédure budgétaire avant les travaux d'examen et l'adoption du projet de loi de finances initiale, pour contribuer à veiller à la définition par le gouvernement d'une politique budgétaire saine, pertinente et efficace. Pour lui, c'est le lieu pour les parlementaires de s'assurer du réalisme des hypothèses macroéconomiques qui sous-tendent le projet de budget en préparation, de veille à la soutenabilité des perspectives monétaires sous-jacentes au dit projet de budget. À travers un contrôle des déficits publics et de l'endettement, le DOB offre en outre l'opportunité aux parlementaires de donner leur avis sur les choix de politique budgétaire du gouvernement. L'enjeu étant de créer les conditions pour l'adoption des lois de finances garantissant en permanence la soutenabilité des finances publiques et la stabilité macroéconomique. Le ministre des Finances, avant de rentrer dans le vif du sujet, a rappelé l'importance et les enjeux du DOB dans le processus budgétaire, étant donné que les principales implications de cette réforme restent encore aujourd'hui mal assimilées par les divers acteurs, tant en termes de production des documents requis que de l'organisation des travaux. En effet, les deux dernières éditions ont connu des perturbations dans la transmission des documents ainsi que dans la procédure de leur examen. Le représentant du gouvernement a poursuivi en soulignant que deux défis majeurs continuent d'interpeller le pouvoir public pour les 3 prochaines années, à savoir mieux organiser le DOB et en garantir l'utilité et l'efficacité.
Mieux organiser le DOB impose de poursuivre les efforts engagés pour la mise en place d'un cadre technique permettant de produire des documents de qualité et de garantir leur dépôt dans les délais prescrits. Cela suppose pour le gouvernement de définir la procédure et les modalités d'adoption des documents du DOB en conseil de cabinet. Concernant le Parlement, les progrès enregistrés dans ce domaine ces dernières années restent fragiles. Il subsiste la nécessité de définir un format harmonisé d'examen des documents transmis par le gouvernement en commission et en plénière au sein des deux chambres. Pour améliorer l'utilité et l'efficacité du débat, le gouvernement et le Parlement doivent s'organiser pour une meilleure prise en compte des recommandations pertinentes issues du DOB. Pour ce faire, les débats en commission et en plénière devraient davantage se focaliser sur les questions et l'orientation stratégique, ainsi en reléguant au second plan les débats sur les allocations de ressources et les questions à caractère local parfois éloignées des problématiques qui devraient être abordées. Au demeurant, les 5 premières sessions du DOB ont permis de démocratiser le processus de préparation budgétaire en le rendant plus transparent, participatif et dynamique. Le DOB a ainsi transformé la session parlementaire du mois de juin, qui devient une session budgétaire à part entière, permettant ainsi de maintenir le débat sur les questions économiques, budgétaires et financières dans l'agenda de tous les acteurs institutionnels tout au long de l'exercice. Il convient donc de le dire, la présente session du DOB constitue, tant pour le gouvernement que pour le Parlement, une nouvelle opportunité de capitaliser les acquis et progrès réalisés et de lever les nouveaux défis, afin de faire de ce rendez-vous annuel le cadre par excellence de la modernisation du management, de la gouvernance des finances publiques au Cameroun. Abordant la présentation des hypothèses macroéconomiques qui sous-tendent le projet de budget en préparation, le ministre des Finances a relevé que l'activité économique mondiale reste contrainte à court terme par divers facteurs, notamment les coûts encore élevés d'intérêt sur les marchés internationaux et la poursuite du resserrement des politiques monétaires des banques centrales qui maintiennent la croissance mondiale en deçà de la moyenne historique des performances des 10 dernières années, 3,8%. Il a déclaré selon le FMI que, selon le FMI, la croissance économique mondiale, après le recul observé en 2023, devrait se maintenir à 3,2% en 2024 et 2025. L'inflation au niveau mondial s'est située à 6,8% en 2023. Elle est projetée à 5,9% en 2024 et à 4,5% en 2025. Sous l'effet conjugué du resserrement des politiques monétaires et de la baisse des cours internationaux des produits de base, notamment des produits pétroliers. Sous réserve de cet environnement favorable de l'économie mondiale, il a déclaré que les perspectives de l'économie camerounaise demeurent positives en dépit du ralentissement observé en 2023. Ainsi, après son recul de 3,6% à 3,3% entre 2022 et 2023, la croissance économique du Cameroun devrait s'accélérer à 4,1% pour se stabiliser à 4,4% entre 2025 et 2026. Selon le ministre des Finances, l'inflation a connu une accélération au Cameroun en 2023 où elle a atteint le niveau de 7,4% en raison notamment de la hausse des prix des produits alimentaires et des coûts de transport conséquente au relèvement des prix du carburant à la pompe. Elle devrait rester élevée en 2024 puis décélérer à 4% en 2025 et revenir autour de la norme communautaire de 3% sur la période 2026-2027. Poursuivant son propos, le représentant du gouvernement a indiqué que les perspectives économiques au Cameroun restent fortement tributaires des bonnes performances envisagées principalement dans le secteur agricole, grâce à la mise en œuvre satisfaisante
du plan intégré d'impôt sur substitution agro-pastorale et halieutique, PIISAH, et à la facilitation de l'accès aux intrants agricoles. Dans le secteur des industries manufacturières, grâce à une amélioration de l'offre énergétique tirée par l'entrée en production du barrage de Natiga. Enfin, dans le secteur des BTP, à travers la poursuite de la mise en œuvre de grands projets d'investissement. Il a par ailleurs souligné que dans ce contexte, l'orientation globale de la politique budgétaire du gouvernement restera adossée sur la consolidation de la situation des finances publiques, en cohérence avec le programme économique et financier conclu avec le FMI. Les objectifs prioritaires de la stratégie nationale de développement 2020-2030 SND 30. Dans cette optique, le gouvernement est résolument engagé dans la réduction du solde primaire non pétrolier de 2,6% en 2023 à 2% du PIB en 2024. Cette tendance baissière sera maintenue sur les 3 prochaines années, s'établissant progressivement à 1,7% du PIB en 2025, 1% en 2026 et 0,7% en 2027. Par ailleurs, le stock de la dette resterait maintenu en deçà de la cible de 50% du PIB définie dans la stratégie d'endettement durant le triennal 2025-2027. Pour ce faire, la politique fiscale sera axée sur l'augmentation progressive du niveau des recettes internes non pétrolières de 13,6% du PIB en 2024 à 14,4% en 2027, avec des cibles intermédiaires de 14% du PIB en 2025 et 14,2% en 2026. Cet effort de mobilisation sera soutenu dans toutes les composantes des recettes non pétrolières par les mesures d'élargissement de l'assiette et de sécurisation de recettes étrangères. S'agissant de la fiscalité interne, un accent particulier sera mis sur l'adoption et la mise en œuvre de la loi portant fiscalité locale pour un financement optimal de la décentralisation. La poursuite de la rationalisation de la dépense fiscale à travers notamment la transposition de la nouvelle directive CEMAC sur la TVA, institution des taux réduits sur certains biens de première nécessité. La poursuite du renforcement de la fiscalité environnementale en droite ligne des engagements internationaux souscrits par le Cameroun dans ce domaine. La rationalisation des mesures d'optimisation du rendement de l'IRPP dans la catégorie des traitements des salaires consacrés par la loi de finances 2024. Le renforcement du recouvrement des arriérés fiscaux des entreprises publiques et parapluies. La poursuite de l'adaptation de la législation fiscale afin de mieux appréhender les transactions électroniques. La finalisation du processus d'automatisation du suivi du recouvrement de certains impôts et taxes à l'instar des droits d'enregistrement sur les actes judiciaires. En matière de fiscalité de port, le gouvernement s'oriente vers le relèvement de la fiscalité sur les produits issus de la déforestation, notamment le bois en brûle et le cacao. La baisse de la police de taxation des marchandises à l'exportation en fonction du degré de transformation locale. La rationalisation de la dépense fiscale en cohérence avec les objectifs des politiques publiques. L'optimisation du recouvrement des recettes découlant de l'exécution des marchés publics et des importations des hydrocarbures. L'intensification des contrôles après enlèvement des marchandises et des flux financiers y afférents, ainsi que la répression rigoureuse des fraudes commerciales et douanières. Le renforcement du contrôle de change dans le cadre de la lutte contre les transferts frauduleux de fonds. Pour ce qui concerne les recettes non fiscales, il est prévu de poursuivre la dématérialisation des procédures de collecte. L'appurement des restes à recouvrer
et l'identification des nouvelles niches de recettes, l'élaboration d'un code général des recettes non fiscales, la mise à jour du fichier des régimes des recettes opérationnelles, le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne d'émission et de recouvrement. S'agissant de la politique des dépenses, le gouvernement vise prioritairement d'une part l'augmentation substantielle des dépenses d'investissement afin de soutenir la mise en œuvre de la SND 30 et d'autre part la réduction considérable de la dette salariale à travers la modernisation de la gestion des dépenses du personnel avec la mise en service du nouveau système intégré SIGIPES 2. Dans cette optique, le budget d'investissement public, après un niveau estimé à 5,1% du PIB en 2024, devrait connaître une importante hausse de 0,5 points en 2025 pour s'établir à 5,6% du PIB. Ces dépenses seront en effet augmentées de 270,8 milliards en 2025, soit 17,1% en valeur relative. Pour ce qui est des dépenses de personnel, le ministre des Finances a relevé que le gouvernement table sur l'appurement massif de la dette salariale avec une priorité accordée aux enseignants du primaire et du secondaire et au personnel de santé conformément aux engagements pris par l'État vis-à-vis des organisations syndicales. Par ailleurs, l'entrée en fonction dès 2025 de l'applicatif intégré SIGIPES 2 va révolutionner la gestion des carrières et de la solde au Cameroun, en contribuant notamment à une meilleure maîtrise de la masse salariale et des effectifs, ainsi qu'à la limitation de la création d'une nouvelle dette salariale, grâce au mécanisme de mise à jour automatique des carrières et des pensions des agents publics envisagés dans ce système. Ainsi, les dépenses de personnel après un niveau estimé à 4,8% du PIB en 2024 connaîtraient une hausse de 175,5 milliards plus 11,8% en 2025 pour s'établir à 5% du PIB. Ces dépenses devraient baisser progressivement pour revenir à un niveau de 4,7% du PIB en 2027. En somme, le niveau global des dépenses après les 16% du PIB atteint en 2024 sera contenu à 15,9% en 2025 avant de connaître une réduction substantielle pour se situer en moyenne à 15,4% entre 2026 et 2027, grâce notamment à la poursuite de la maîtrise des dépenses courantes des administrations. En ce qui concerne l'action publique pour la période 2025-2027, l'attention du gouvernement sera prioritairement axée sur les secteurs ci-après, dans le secteur des infrastructures, l'amélioration de l'offre énergétique à travers la mise en service du barrage de Matiga, la poursuite de la mise en œuvre des grands projets d'investissement, notamment le renforcement du réseau des routes bitumées, la construction des barrages hydroélectriques et des adductions d'eau potable, la réalisation des logements sociaux ainsi que le renouvellement des chemins de fer. Dans le secteur agricole, la mise en œuvre du plan intégré d'import substitution agro-pastoral et halieutique, PIISAH, avec un accent particulier mis sur la production de riz et sur celle de poissons. La facilitation de l'accès aux intrants agricoles. L'extension de la liste des essences d'exportation interdites sous forme de grumes, afin de préparer l'économie à l'entrée en vigueur de la décision sous-régionale d'interdiction de l'exportation du bois en grumes fixée pour 2028. L'organisation et le suivi des actions des administrations dans le cadre de la contribution déterminée nationale du Cameroun, CND, inscrit dans le programme d'impulsion initiale et décision de la transformation structurelle de notre économie. La poursuite des travaux d'exploitation des minerais de fer afin de permettre aux industries de la filière métallurgie et sidérurgie de disposer de matières premières suffisantes. L'opérationnalisation des zones économiques et des technopoles pour tirer profit des opportunités qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine. La réhabilitation et la restauration de la Sonara en vue de réduire le volume des importations des produits blancs.
dans les secteurs sociaux la poursuite de la mise en œuvre de la couverture santé universelle à travers l'extension de son dispositif dans les 7 autres régions du pays, après le Nord, l'extrême Nord et l'Est. Le relèvement du plateau technique des structures hospitalières, l'intensification et la promotion de l'offre d'infrastructures sociales au niveau local, en poursuivant le transfert des ressources liées aux compétences des CTD en matière d'éducation primaire et secondaire. La construction des sites des nouvelles universités créées. La construction et l'équipement de nouveaux établissements techniques professionnels. L'intensification des transferts sociaux au profit des ménages vulnérables. En matière de gouvernance, l'accélération du processus de décentralisation, la poursuite de la veille sécuritaire sur toute l'étendue du territoire et la mise en œuvre du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions affectées par les crises sécuritaires, en particulier celles du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. La poursuite de l'implémentation du plan global des réformes des finances publiques à travers notamment la modernisation du système de passation des marchés et la dématérialisation des procédures de recouvrement des recettes non fiscales. La réalisation du recensement général de la population, de l'habitat et du recensement général de l'agriculture et de l'élevage. La mise en production du logiciel CGPES 2 dans le cadre de l'intégration du dispositif de gestion des carrières et de la solde des agents publics. Revenant sur les projections budgétaires de l'État sur la période 2025-2027, le représentant du gouvernement a affirmé qu'elle reste exposée à divers facteurs de risque susceptibles de compromettre la politique budgétaire définie plus haut et que le gouvernement entend mettre en œuvre au cours du triennat à venir. Parlant des risques et contraintes auxquels pourrait être confronté le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique budgétaire, le ministre a indiqué qu'il se rapporte à la fois à des facteurs macroéconomiques, institutionnels et financiers. Du point de vue macroéconomique, a-t-il précisé, la dynamique de croissance projetée à moyen terme est sous-tendue par la mise en œuvre de divers programmes et projets, dont le P2I, le PISAH et le barrage de Natigal. Ainsi, un retard ou une efficacité limitée dans la mise en œuvre de ces réformes structurelles remettrait en cause les projections de croissance et conséquemment celles des recettes fiscales. À cela s'ajoutent également les risques d'apparition de nouveaux chocs économiques dans un contexte mondial incertain, marqué notamment par l'escalade des crises géopolitiques. Sur le plan institutionnel, l'adhésion sociale et l'impact des mesures fiscales nouvelles pourraient être limitées dans un contexte électoral, ce qui entraînerait des décalages dans les projections de recettes internes non pétrolières. Aussi, l'adoption éventuelle à la Caisse des dépôts et consignations des garanties payées par les contribuables dans le cadre des contentieux fiscaux entraînerait une baisse de recettes importante pour le budget de l'État, plus de 0,5% du PIB. Sur les appuis budgétaires, le non-respect par le Cameroun des critères de réalisation et des repères structurels du programme avec le FMI, notamment le plafonnement des avances de trésorerie de 60 milliards par an à raison de 15 milliards par trimestre entraînerait une mobilisation des 10 appuis en deçà des projections retenues dans le cadrage 2025-2027. Au plan financier, il a estimé que le resserrement des conditions financières sur le marché financier intérieur, notamment la profondeur du marché et les taux d'intérêt, continuent de peser sur les capacités de l'État à mobiliser des financements par des émissions de titres publics. Enfin, sur les dépenses, la persistance des troubles sécuritaires continue de peser sur le budget de l'État dans le cadre des PPP, tout comme les subventions à LDO pour soutenir les déséquilibres financiers du secteur de l'électricité constituent un risque majeur qui pèse sur le budget de l'État.
Concluant son propos, le ministre des Finances a souligné que toutes les orientations ont été choisies de manière judicieuse, dans le souci de permettre à notre économie de rattraper sur les 5 prochaines années marquant la dernière moitié de mise en œuvre de la SND 30, l'écart de croissance observé par rapport au sentier projeté. Dans ce double choc de la pandémie du coronavirus et de la crise russo-ukrainienne. Le débat qui a suivi cette présentation a porté principalement sur les points suivants. L'évolution de la situation économique nationale récente. Vos commissaires ont voulu connaître les raisons de la contre-performance de la branche de l'agriculture industrielle et d'exportation et les mesures envisagées par le gouvernement pour relever ce secteur d'activité. L'accélération de l'accumulation des arriérés du Trésor. Vos commissaires, relevant des efforts louables du gouvernement pour augmenter le coût des prévisions de remboursement de la dette intérieure, ont tenu à féliciter le ministre des Finances pour cette option gouvernementale qui répond à une de leurs anciennes préoccupations. La relance de l'industrie du tourisme dans la région de l'extrême nord. Vos commissaires ont recommandé l'inscription du projet de relance de l'industrie du tourisme dans le programme d'investissement prioritaire PIP 2025-2027. La projection du gouvernement relative à la retombée de l'inflation aux alentours de 4% en 2025. Vos commissaires ont voulu savoir sur le plan technique ce qui justifie cette baisse du PIB de plus de 3 points en 2025 et dans le cas où le prix du carburant venait à baisser au niveau international, si cette baisse se répercuterait au Cameroun à la pompe afin de soulager les ménages. Les projets de développement ayant fait l'objet d'annonces dans le discours du chef de l'État et les promesses électorales passées. À ce sujet, vos commissaires ont voulu avoir la garantie que ces projets seront exécutés entre 2025 et 2027. L'orientation stratégique des politiques publiques et des plans d'investissement. Sur ce point précis, vos commissaires ont relevé les contradictions entre la volonté du gouvernement et les actes posés tant en matière de dépenses courantes en ce qui concerne l'amélioration des ressources en investissement. L'efficacité du Conseil d'appui à la réalisation du contrat de partenariat cadre en matière de gestion des projets en partenariat public-privé, PPP. Vos commissaires ont suggéré au gouvernement de renforcer les capacités de cet organisme, malgré l'insuffisance des ressources financières d'une part, de maintenir le taux d'endettement à 50% du PIB au plus pour le triennal 2025-2027 et orienter les efforts vers la recherche des sources de financement innovants, notamment les PPP entre autres. La faible contribution du secteur minier dans les recettes de l'État et les mesures envisagées pour augmenter les recettes fiscales. Les mesures prises par le gouvernement pour la réduction à long terme du taux d'endettement extérieur et les possibilités d'endettement au plan interne. L'apport de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, BVMC, dans la politique d'endettement intérieur de l'État. Le relèvement des équipements des écoles d'enseignement technique. Vos commissaires ont suggéré le renforcement de l'équipement des écoles d'enseignement technique existantes. L'absence de démembrements territoriaux de la Chambre des comptes. À ce sujet, vos commissaires ont suggéré au gouvernement de construire des locaux dans les 10 régions pour garantir l'efficacité du travail de la Chambre. Les difficultés opérationnelles de la Compagnie nationale de transport aérien Camerco. L'inopérationnalisation des péages routiers automatiques. Les critères de sélection des projets d'intervention prioritaire. Au cours d'un second tour de table, vos commissaires ont exprimé des préoccupations sur le rattachement du cadastre national au ministère des Finances, comme observé dans d'autres pays à fiscalité latine, comme la France, pour augmenter les recettes fiscales.
la consultation préalable du secteur privé et bancaire dans le processus de préparation du budget de l'État, la réduction des subventions de l'État au profit de certaines entreprises publiques moins performantes, la réhabilitation globale de notre réseau routier, notamment dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala. Vos commissaires, déplorant la qualité approximative des travaux souvent réalisés, ont suggéré au gouvernement d'allouer suffisamment de moyens pour garantir la pérennisation de ces routes, le sort réservé aux recommandations faites par les sénateurs à l'issue du DOB 2023. La participation des sénateurs aux rencontres avec les bailleurs de fonds et autres partenaires du Cameroun, comme le FMI, la Banque mondiale et l'Union européenne. Les mesures gouvernementales pour l'amélioration du taux de croissance à 8%, suivant les directives de la Stratégie nationale de développement SND 30. L'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la SONARA. L'élargissement de l'assiette fiscale. Vos commissaires ont suggéré de densifier la recherche et le traitement du renseignement fiscal par la facilitation de l'interconnexion des différentes applications des administrations des ministères, des finances et des marchés publics. Invité à prendre la parole pour apporter des éléments de réponse aux préoccupations des membres de votre commission des finances et du budget, le ministre des Finances a tout d'abord réagi aux propos introductifs du président de la commission. À cet effet, il a tenu à rappeler que la priorité du gouvernement en matière de gestion des collectivités territoriales décentralisées, qui consiste à la mise en place d'une politique efficace visant à assurer la pérennisation de l'efficacité de la décentralisation et en réalité progressive. Il n'y a aucune volonté de la part du gouvernement de bloquer le processus de la décentralisation, a-t-il ajouté. Il a poursuivi son propos en indiquant que les collectivités territoriales décentralisées devraient se rappeler de ce qu'elles évoluent dans un État qui a des lois et de ce fait, elles doivent se conformer à ces lois. Sur les délais de dépôt des documents en vue de l'organisation du DOB au Parlement, le ministre a rappelé qu'ils ont été respectés, car déposés avant le 1er juillet, qui est la date limite de leur dépôt, conformément aux dispositions de la loi portant le régime financier de l'État et des autres entités publiques. Répondant à la préoccupation relative à la contre-performance du secteur agricole dans l'économie nationale et les mesures envisagées par le gouvernement pour y remédier, le ministre a relevé que cette contre-performance est due à plusieurs facteurs, notamment la baisse des exportations, les conditions climatiques et les crises sécuritaires. Par ailleurs, a-t-il poursuivi, les conditions climatiques résultant de la transition climatique en cours ont impacté de manière négative les récoltes agricoles, ce qui a eu pour conséquence la baisse de la production. Cependant, dans le cadre de la mise en œuvre du plan intégré d'impôt-substitution d'un montant de 1 500 milliards de francs CFA, le gouvernement envisage des mesures d'impulsion portant sur 8 filières prioritaires responsables à 111% du déficit de la balance commerciale, parmi lesquelles le secteur agricole. En outre, dans le cadre de la coopération internationale, plusieurs projets sont également mis en œuvre dans le secteur agricole, à l'instar du projet Sécurité alimentaire financé par l'Agence française de développement et de l'opération d'appui au secteur privé camerounais par la Banque africaine de développement. Par ailleurs, le gouvernement encourage les initiatives du secteur privé dans ce domaine à l'instar de la société anonyme des boissons du Cameroun, SABC, qui s'est lancée dans la production du maïs. Abordant les mesures prises par le gouvernement pour un apurement plus accru de la dette intérieure, le ministre s'est voulu rassurant en soulignant que de concert avec la Direction générale du Trésor, le gouvernement met en place des politiques efficaces visant à apurer aussi bien la dette extérieure que la dette interne. Pour ce qui est des mesures de renforcement de l'industrie touristique, le ministre a fait savoir qu'un programme logé au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire
avait identifié un certain nombre de filières comme étant des filières porteuses à l'instar de la filière bois, la filière coton textile et la filière tourisme. Ces filières devraient être financées en priorité afin de porter l'économie du pays. Toutefois, le ministre a souligné que le tourisme est en perte dans l'extrême nord du fait de la crise sécuritaire dans cette partie du nord du pays. Le gouvernement met tout en œuvre pour amener la sécurité dans cette partie du territoire. Concernant la justification de la baisse du taux d'inflation de 7% en 2024 à 4% en 2025, suivant les estimations faites dans le document de programmation budgétaire, le ministre des Finances a tenu à préciser que la cause de l'inflation n'est pas uniquement due à l'augmentation du prix du carburant, mais à un faisceau de causes. Pour cela, il est impératif de produire les biens en quantité suffisante afin d'éviter leur rareté. Dans le secteur des industries manufacturières, grâce à une amélioration de l'offre énergétique tirée de l'entrée en production du barrage de Matiga, le problème d'électrification sera partiellement résolu. La Banque des États de l'Afrique centrale a déclaré, M. le ministre, essaye de réguler les flux monétaires dans la zone CEMAC afin de réduire au mieux l'inflation par des actions précises, dont le fonctionnement des ressources excédentaires des banques. Sur la préoccupation relative aux garanties du lancement effectif des grands projets prévus dans le programme économique du triennal 2025-2027, le ministre s'est voulu rassurant en indiquant que ces projets seront effectivement lancés. Un travail est en train d'être effectué en ce moment au sein du ministère des Travaux publics pour la réalisation de la route Yaoundé-Pili par Combieu, l'autoroute Yaoundé-Douala phase 2, ainsi que la phase urbaine de l'autoroute Yaoundé-Sinadel. Venant à la préoccupation relative à l'augmentation du budget de fonctionnement dans l'ordonnance de révision de la loi de finances pour l'exercice 2024 au détriment du budget d'investissement, le ministre des Finances a souligné que cette augmentation est due à un certain nombre de contraintes auxquelles le gouvernement fait face. Tout d'abord, l'appurement des manques à gagner de 2022 à 2023 a augmenté de 74 milliards de francs CFA par rapport à la loi de finances initiale. Ensuite, il y a eu l'augmentation des salaires et des allocations familiales des agents publics pour un montant cumulé d'investissement de 2 700 milliards de francs CFA et de nombreux projets sont en préparation dans divers secteurs. Poursuivant son propos sur ce point, le représentant du gouvernement a relevé que le secteur des PPP, de ce fait, pour une utilisation optimale de cet outil de financement du développement, il faut renforcer les capacités d'analyse et de maintien des études préalables du partenaire de l'État, le CARPA. Quant à l'impact de l'activité minière sur le développement économique de la nation, le ministre a tenu à rappeler que le Cameroun est encore dans la phase de commencement de l'exploitation minière avec un enregistrement de 5 milliards de francs CFA au niveau fiscal, dont 3 milliards vont à l'État central et 2 milliards au CTD. La volonté du gouvernement, a-t-il ajouté, est de parvenir à l'accroissement de l'activité minière en vue du remplacement progressif du pétrole dont la production est en baisse constante. Venant à la préoccupation relative à la réduction à long terme de la dette extérieure, le ministre des Finances a tenu à souligner que l'endettement en lui-même n'est pas mauvais en soi, car il participe au développement du tissu économique de l'État. Toutefois, a-t-il poursuivi, un emprunt mal orienté est un mauvais endettement et par conséquent néfaste pour les États. Le représentant du gouvernement a rappelé que le taux d'endettement du Cameroun est de 42,9% de son PIB contre 70%, seuil toléré en zone CEMAC. Ce qui classe notre pays parmi les 10 États les moins endettés du continent selon un rapport de la Banque mondiale. Répondant à la préoccupation relative à la place de la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale,
Le ministre a déclaré qu'elle a été créée le 27 juin 2003 à Douala et a été unifiée à celle de Libreville au Gabon. Son but étant de financer l'économie des 6 pays de la sous-région Afrique centrale. Les deux chefs d'État ont décidé que certaines entreprises soient ouvertes à cette bourse. S'agissant du relèvement des équipements des établissements scolaires techniques, le représentant du gouvernement a précisé que la contribution de ces établissements coûte 5 fois plus cher que les établissements scolaires de l'enseignement général. Poursuivant sur ce point, le ministre a déclaré que la construction des établissements scolaires techniques demeure une préoccupation constante du gouvernement qui reste pour le moment buté à des soucis de financement. Abordant l'absence des représentations de la Chambre des comptes au niveau des régions et les mesures envisagées pour y remédier, le représentant du gouvernement a fait savoir que cette compétence ne relève pas du département ministériel dont il a la charge, mais de celle du ministère de la Justice. Toutefois, le ministre des Finances est disposé à inscrire ce projet dans le budget de l'État si la Cour suprême en fait la demande. Concernant les difficultés opérationnelles de la Compagnie nationale de transport aérien Camerco, le représentant du gouvernement a précisé que la stratégie de la relance et de dynamisation de cette compagnie aérienne nationale est progressive et s'articule en 3 étapes conformément au plan de restructuration instruit par le président de la République. D'abord, desservir l'intérieur du pays pour satisfaire aux besoins de déplacement des nationaux partout sur le territoire, notamment ceux des régions septentrionales. Ensuite, relancer la desserte régionale qui vient d'être matérialisée. Cela se fera avec les vols dans la sous-région. Et enfin, desservir au-delà de la sous-région. Toutefois, le ministre a précisé que le gouvernement tient à rester vigilant sur cette 3e phase. Elle ne se fera que si les études démontrent sa rentabilité. Poursuivant son propos sur ce point, le ministre a tenu à indiquer que le gouvernement subventionne les vols internes qui ne sont pas rentables pour combler le manque à gagner enregistré par le compagnie. Abordant les mécanismes utilisés par le gouvernement pour la priorisation de certains projets par rapport à d'autres, le ministre a révélé que le critère principal demeure le choix des projets susceptibles d'impulser la croissance économique, car le but premier du gouvernement est de développer son pays. Les projets arrêtés dans le programme d'investissement prioritaire sont structurés et acheminés au Premier ministère et à la présidente de la République, qui, après étude et en fonction des intérêts nationaux majeurs et émergents, détermine ceux qui sont prioritaires. S'agissant de la préoccupation relative au payage automatique, le ministre des Finances a fait savoir que le projet de construction de 14 péages automatiques avait été réalisé en mode PPP. L'entreprise ayant investi son argent pour réaliser le projet devait bénéficier d'une concession d'exploitation lui permettant de recouvrir ses fonds. Par la suite, sur instruction du président de la République, les contrats conclus en PPP ont été transformés en contrats classiques. Il s'est alors posé le problème du remboursement de l'entreprise ayant réalisé les travaux et la mise en exploitation de ces péages. Toutefois, le ministre est voulu rassurant en indiquant que ces péages seront bientôt mis en exploitation. Les entreprises devant assurer leur gestion ont déjà été choisies et le personnel est en train d'être formé. Venant aux mesures prises par le gouvernement sur le logement du cadastre national au ministère des Finances, le représentant du gouvernement, après avoir remercié vos commissaires pour les félicitations adressées suite aux résultats engagés par l'administration fiscale, a tenu à préciser que cette démarche n'est pas du ressort du ministère des Finances, l'organisation du gouvernement relevant de la compétence du président de la République. Pour ce qui est de la consultation préalable du secteur privé et bancaire dans le processus d'élaboration du budget, le représentant du gouvernement a souligné qu'il existe une collaboration permanente entre le gouvernement, le secteur bancaire et les hommes d'affaires réunis dans le G4.
Ces derniers formulent des recommandations qui sont prises en compte lors de la préparation du budget. S'agissant des mécanismes mis en place par le gouvernement pour l'appréciation des subventions allouées aux entreprises et établissements publics en fonction de leur performance, le représentant du gouvernement a relevé que certains d'entre eux sont subventionnés malgré les recettes qu'ils enregistrent, comme c'est le cas avec les universités d'État, dont les coûts de la formation a opté pour une politique nationale d'entretien et de rénovation de tout le réseau routier national. Cependant, cette volonté se heurte au regard de son coût très élevé et aux autres besoins des projets nationaux. Parlant du traitement réservé aux recommandations des sénateurs adressées au gouvernement lors du débat d'orientation budgétaire, le représentant du gouvernement s'est voulu rassurant en précisant que celles-ci sont contenues dans un document détenu et exploité par le gouvernement lors de l'élaboration de la loi de finances. Concernant la participation des parlementaires, certaines sociétés aux rencontres entre le ministère des Finances et le Fonds monétaire international, le représentant du gouvernement a déclaré que la participation aux dites rencontres est possible et les parlementaires y prennent part. Poursuivant son propos sur ce point, le ministre a révélé qu'une délégation de l'Assemblée nationale constituée de 5 députés accompagne généralement le gouvernement aux assemblées annuelles du FMI aux frais de l'État. Il revient, a-t-il ajouté, aux deux chambres de désigner dans le respect du nombre ci-dessus leurs représentants qui accompagneront le ministre des Finances. Sur le bilan des projets de première génération dans le cadre du financement de la SND 30, le ministre des Finances a souligné que ces projets sont en cours d'exécution, avec notamment le barrage de Lompanga et son usine de pied exécuté dans sa première phase, le port autonome de Kindi en phase de fonctionnement dans sa première étape. L'objectif du gouvernement, a-t-il rajouté, est d'achever complètement tous les projets de première génération avant d'engager ceux de deuxième génération. Venant à l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la Sénara, le ministre des Finances a rappelé qu'il a fallu déterminer la qualité de la restructuration en vue de réduire le volume des importations des produits blancs. Il a par ailleurs précisé que cette restructuration s'articule en 3 étapes. La restructuration financière visant la signature de certains accords avec les banques, la reconstruction avec au souci de doter la Sénara de nouvelles missions visant le raffinage du pétrole brut lourd sur place, le remboursement de la dette contractée pour la restructuration, évoquant enfin l'informatisation de l'interconnexion des administrations au ministère des Finances. Le ministre des Finances s'est voulu rassurer en indiquant que cette interconnexion existe déjà entre les impôts et la douane. Il a ensuite déclaré qu'à ce jour, aucune opération ne peut être effectuée par un usager à la douane si ce dernier n'est pas connu par l'administration fiscale. Concluant sur ce point, le ministre a indiqué que cette opération va se poursuivre avec les autres administrations. Parvenus au terme de leurs échanges, les membres de votre commission des finances et du budget ont formulé des recommandations ci-après. Transférer effectivement et intégralement les compétences et toutes les ressources dues aux collectivités territoriales décentralisées. Augmenter la dotation générale de la décentralisation allouée au CTD au titre de l'exercice budgétaire 2025. Respecter les délais de mise à disposition des ressources affectées au CTD. Finaliser les textes régissant la fonction publique locale et la fiscalité locale. Densifier la recherche du renseignement fiscal. Rendre le CARPA plus opérationnel et efficace par le renforcement de ses capacités et augmenter ses ressources.
entretenir et densifier le réseau routier prioritaire et impliquer les conseils régionaux par l'octroi des moyens considérables. Accélérer la réhabilitation de la Sonara en vue de la transformation de tous nos produits pétroliers pour ravitailler le marché intérieur à prix allégé et limiter à terme la sortie des devises. Instituer un plan d'urgence à mettre en application au cours du triennal 2025-2027 destiné à la réhabilitation des voiries urbaines et capitales de nos 10 régions. Créer des industries de transformation locale afin de promouvoir l'emploi jeune et l'insertion économique. Créer dans chaque région des écoles professionnelles d'agriculture mieux équipées qui dispenseraient des formations de courte durée et prévoir l'accompagnement des apprenants à la fin de leur formation. Améliorer les plateaux techniques des hôpitaux de district. Renforcer localement les capacités des agents publics. Relancer l'industrie du tourisme dans les régions septentrionales. Il prie maintenant la Chambre entière de formuler, elle aussi, des suggestions et des recommandations autour des 4 piliers de la SNI 30, boussole de l'économie